Aujourd'hui, mon but, c'est de vous parler du Foresight comme une force d'innovation qui vous permet d'explorer les nouveaux possibles, de changer la mentalité puis d'expansionner les horizons. Pour les femmes qui sont dans la salle, Females Who Future, je pense que c'est vraiment important que les femmes prennent aussi part à la conversation, justement sur les futurs qui s'en viennent, pour qu'on crée justement des futurs qui soient inclusifs. Donc, c'est pour vous aussi. Donc, c'est de faire un pas dans cette direction-là. Puis aussi, c'est important pour la planète. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est pas mal en danger. On est pas mal à la dernière minute qu'il faut qu'on fasse une action. Donc, aujourd'hui, j'aimerais susciter cette action-là. Qu'est-ce que le Foresight? Pour ceux qui ont vu la conférence de Daniel Ouellette hier, je vais couvrir certains des aspects qu'il a couverts, mais je vais aller plus en détail dans certains autres. C'est vraiment d'explorer les futurs alternatifs plausibles et désirables basés sur des observations du présent. Un peu du passé, mais pas vraiment. Donc, c'est vraiment dans le présent que ça se passe pour identifier des opportunités puis des défis qui pourraient émerger et se préparer pour des futurs désirables. Là, j'espère qu'on se prépare pour des futurs désirables. Okay? Donc, c'est des visions. Malgré tout, vous pouvez aussi éviter des futurs que vous ne voulez pas. Donc, c'est vraiment important d'aller dans une direction qui est intéressante. Le but, c'est de pas nécessairement d'avoir la bonne réponse. C'est juste impossible. Le but, c'est de ne pas être surpris. La surprise, c'est une préparation qui est très inadéquate. C'est une réponse qui est très tardive. Donc, pour toutes les réponses à ChatGPT qu'on voit en ce moment, qui sont comme « Ah, on doit faire quelque chose », bien, ça, c'est vraiment un exemple d'une entreprise qui n'est pas préparée. Ensuite, un grand risque d'échec et le chaos ou la panique. Vous allez le voir énormément aussi dans les hauts dirigeants, par exemple, qui ne savent pas quoi faire, puis là, vite, ils demandent d'avoir une réponse stratégique qui est totalement inadéquate. Le Foresight ne révèle pas ou ne prédit pas le futur. Il y a des millions de possibilités possibles. Ce n'est pas de la science-fiction. Ceci étant dit, le cercle va demeurer dans le futur, puis va toujours rester 3,1416. La gravité demeure. OK? Fait on n'a pas non plus des vaisseaux spatials qui s'en vont, qui vont être créés. On n'a pas ces choses-là. Il n'y a pas de bonhomme vert. On n'est pas Kumbaya, tout le monde va bien, puis on danse ensemble. On n'a pas ça. OK? Fait ça ici, c'est vraiment important de garder ça en tête. Et le futur, ce n'est pas un espace vide qui est robotisé où on envoie des gens dans l'espace. Souvent, on a cette idée-là. C'est un espace qui est très actif dans le présent, tout comme l'est le passé. Donc, le passé s'étudie, le futur s'étudie aussi. Puis, on n'a pas autant de personnes qui étudient le futur qu'il y en a qui étudient le passé. Et là, c'est ma slide pour les gens qui ont vraiment besoin là, du data, qui ont besoin de sentir qu'il y a un core data puis un corpus universitaire qui supporte la chose. Le Foresight s'enseigne à l'université, pas dans toutes les universités. Je vous rassure, il y en a quelques-unes qui l'enseignent, une seule au Canada. 33% une plus grande profitabilité, puis 200% de plus grande croissance. Donc, c'est le Future Readiness des firmes, qui a été étudié par René Rohrbeck, qui est un Allemand fantastique, qui est chair de la chair de Foresight à l'EDEC, avec qui on collabore. Lui, qu'est-ce qu'il regarde? C'est les corporations, puis comment ils s'adaptent. Et le data, allez le voir, l'étude est là. Si vous avez besoin de convaincre vos dirigeants, voici, c'est là. Je veux mentionner le changement. On ne peut pas parler du futur si on ne regarde pas nécessairement le changement. L'attitude des gens et des organisations, c'est dans le linéaire et c'est dans l'attendu et de l'immédiat et c'est de l'ignorance du lointain. En fait, ce n'est pas tout le temps parce qu'on veut vraiment que c'est ignoré, c'est juste qu'il y a tellement de choses qui arrivent que pour une organisation puis pour un CA, c'est très difficile, par exemple, de faire sens de tout le changement qui se peut. Fait que dans les opérations courantes, on va juste se concentrer sur l'attendu et l'immédiat. Ceci étant dit aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des gens aussi, on peut dire que tout le monde y pense. Par exemple, je suis sûre que vous êtes capable de me dire où vous allez en vacances cet été.
vous êtes capable de me le dire. Ou peut-être avec une idée sensible là, de qu'est-ce que vous allez faire. Par contre, si on prend la théorie de l'adoption technologique, tu sais, vous avez les visionnaires, après ça, vous avez les early adopters, après ça, vous avez les adopters, les laggers, puis tout ça. Il y a environ 5 à 15 % des gens dans les entreprises qui sont naturellement future-focused. Environ, pas plus que ça. Fait qu'au final, c'est très difficile pour une organisation de bâtir cette façon ambidex de travailler quand vous avez 5 à 15 % des gens qui sont noyés dans une masse de 85 % des gens qui sont très dans l'opération courant. Fait que c'est très, 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 très difficile de faire changer les choses. Puis aussi, vu qu'on n'a pas de méthode qui est comprise et que la majorité de la masse force les autres à juste s'occuper de la business courante, ça fait que c'est difficile de commencer à penser à la prochaine business qui a plus de retour sur l'investissement d'ailleurs que la business qui est actuelle. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est juste comme ça. Si vous êtes un grand Manitou, OK, puis là, vous regardez, là, vous prenez votre Dieu que vous voulez, là, je ne sais pas, vous êtes un esprit, puis là, vous regardez le monde. Le monde est un ensemble de changements qui s'en va dans différentes façons, qui s'en va vers le passé, vers le futur, qui oscille entre deux états. Ça va être des changements qui vont être par vagues, puis des fois par paliers. Fait qu'au final, quand vous regardez ça, là, votre monde, là, c'est plein d'organisations et de systèmes qui oscillent, qui bougent, qui reculent, qui avancent, puis qu'il y en a qui balancent d'une façon à l'autre. Puis vous avez aussi les individus qui ont aussi ça à l'intérieur d'eux. Puis là, c'est quelque chose que je vais toucher aussi, c'est l'individu à l'intérieur de ce changement-là. Fait que ça, c'est important de ne pas oublier ça. Et là, ici, j'ai vraiment une belle théorie par rapport aux 3 horizons du changement qui reviennent aussi au horizon 1, 2, 3 que je parlais au départ. Donc, 1, business courante, si on se souvenait, business courante, business adjacente, business de disruption. Ici, le changement, il va par vague. L'horizon 1, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement. C'est les éléments qui ont plus de strategic fit. À l'intérieur, comme vous voyez, de l'horizon 1, qui est sur le dessus, qui a plus de fit, il y a des mondes alternatifs qui sont en turbulence, puis vous avez la création du nouveau monde. Donc, le 1. Le 3, vous voyez, comme en pointillé, ce monde-là s'en vient. C'est la prochaine normalité. Puis, dans l'horizon 2, c'est un horizon qui est, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Je vais prendre un exemple vraiment concret, l'exemple de l'avènement de la voiture automobile. Donc, la voiture automobile, c'était un moment où il y a eu des chevaux. Donc, la normalité, c'était de se déplacer à cheval. C'était le H1. Le H3, c'était la voiture automobile. Et entre les deux, il y a eu un espace de contestation entre la voiture et le cheval. Et ça, c'est vraiment important de se remémorer qu'à l'intérieur du moment présent, il y a des petites parties de ce nouveau monde-là qui existent. Ils sont vraiment très difficiles à voir, mais vous pouvez les voir. Maintenant, je vais faire un mini-cours 101 de Foresight pour vous amener qu'est-ce qui se passe chez Thalès maintenant, puis comment je l'applique à grande échelle. Voici le framework Foresight que j'adore, qui est de Peter Bishop et de Andy Hines. C'est la façon la plus simple et la plus comprehensive de la façon que le Foresight s'exécute. Vous pouvez l'utiliser, j'adore. C'est un framework. C'est ce qui est enseigné à l'Université de Houston au programme de futurisme. Il y a dépendamment du problème que vous allez regarder, il y a une évaluation du passé très récent de l'enjeu sur lequel vous voulez focusser. En fait, on ne regarde pas jusqu'au temps des dinosaures, on regarde simplement le moment où on doit regarder. Je ne sais pas, moi, est-ce que c'est les 6 derniers mois? L'année dernière? Ça dépend. Fait que là, ici, tu as une évaluation du passé. Ensuite, tu regardes comment tu vas faire le domaine. Par exemple, mon sujet actuellement, c'est l'acceptabilité sociale des taxis aériens.
Donc, c'est ça mon sujet actuel que je cherche. Donc, j'ai une exploration de mon domaine. C'est quoi ça, l'acceptabilité sociale? Fait que je vais chercher au niveau de mes utilisateurs, je vais regarder au niveau des villes, je vais regarder au niveau des moyens de transport, je vais regarder au niveau du droit aérien, du droit de la ville, je vais regarder ces éléments-là. Fait que je structure ma recherche. Je ne recherche pas dans le vide, je recherche de cette manière-là. Ensuite, je scanne pour des signaux de changement. Je vais aller sur cette étape-là plus tard. C'est une des étapes que je vais focuser aujourd'hui sur les tendances, les issues, plans and projections. Donc, je regarde c'est quoi des tendances qui existent déjà dans le domaine. Ensuite, je regarde c'est quoi les problématiques qui sont déjà existantes dans mon horizon 1. Je regarde le 1. Ici, je suis intéressée à savoir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, je regarde les plans, les projections. Il y a d'autres compagnies, d'autres organisations qui ont fait des plans pour ce futur-là. Je veux savoir c'est quoi leur futur à eux. Je veux savoir aussi c'est quoi les projections qui sont déjà existantes. Par la suite, j'assemble tout ça et je fais des drivers, ce qu'on appelle aussi en français des grandes forces de changement. C'est très difficile, je vous dirais, de faire sens de 300 éléments de contenu différents. C'est entre 300 et 600 éléments de contenu par projet. C'est énorme. Il faut qu'on trouve un moyen de rassembler tout ça. On les rassemble par des drivers. Ces drivers-là, c'est mes grandes forces de changement. Et avec ces drivers-là, je vais les utiliser pour faire des futurs. La ligne rouge que vous voyez, c'est le baseline future, c'est le futur qui existe et c'est le futur attendu. C'est le futur que les gens s'attendent qui existe, c'est le business as usual. Tout le monde s'attend à un business as usual, toujours, tout le temps. Même nous, c'est un biais cognitif que les gens ont. Ensuite, il va y avoir un nombre X de futurs que vous pouvez déterminer selon le domaine que vous avez, généralement entre 2 et 4. C'est très difficile de prendre des décisions s'il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Puis, à l'intérieur de ça, on espère qu'il va y avoir un futur qui va être préférable. Ensuite, on rassemble ça dans des implications stratégiques. On regarde les options stratégiques et après, on prend une approche stratégique intégrée dépendamment de ces futurs-là. Donc ça, c'est un framework qui fonctionne super bien, qui est simple, et que vous pouvez utiliser dès maintenant. Maintenant, je vais passer au scanning des signaux faibles. C'est un des éléments que je vais regarder un peu plus. Je ne passerai pas toutes les différentes étapes. C'est un processus organisé. Donc, ça ne se fait pas de nulle part et de toutes pièces. On cherche, mais je peux chercher pour différents buts stratégiques. Je peux voir juste quel est le changement ou je peux essayer de voir si je réponds à une question qui est importante pour ma compagnie. Comme par exemple, ici, je cherche des changements de distribution pour des taxis aériens. Donc ça m'intéresse de voir c'est quoi le changement, c'est quoi les positions politiques, qu'est-ce que le droit international dit. Ça m'intéresse. Je cherche de la faible probabilité ou de l'inconnu, puis je veux avoir un potentiel d'impact haut. Et là, où sont-ils? Ça, c'est une chart qui reprend encore la courbe qu'on avait au départ, qui était la courbe H1, H2, H3. Ici, c'est la courbe H3 que vous voyez, qui tranquillement, c'est le peu de strategic fit et qui monte vers le nouveau normal. Souvent, on va voir les gens qui vont regarder les lois et législations. Ici, on est déjà dans la nouvelle normalité, donc c'est trop tard de chercher dans ces éléments-là. Quand on cherche des éléments qui viennent dans les papers ou encore dans les journaux, les trucs que vous connaissez déjà ou les journaux d'intérêt, c'est aussi trop tard. Vous êtes déjà dans une zone qui est très réactive et non stratégique. Quand vous regardez des rapports universitaires, c'est aussi trop tard. Parce qu'il y a déjà un corpus universitaire qui s'exécute là-dessus. Fait qu'au final, qu'est-ce que je recherche? Je recherche des éléments artistiques, de la fiction. Je cherche des journaux qui sont weirdo et des journaux ésotériques. Fait que c'est ça que je cherche. Et ces gens-là qui vont écrire, je vais avoir peut-être 1 ou 2 éléments qui vont me dire que ça a été dit. Donc, je n'ai pas beaucoup de crédibilité non plus avec ces ressources-là. Ces sources-là sont absolument complètement rejetées par la business normale. Pourtant, c'est l'essentiel de mon travail et c'est ce que je recherche. Vous voyez? Fait que
Si vous êtes aussi dans un mode d'innovation puis que de changement, vous comprenez maintenant que les sources que vous cherchez sont vraiment importantes. Puis, c'est pour ça que vous n'avez pas non plus d'écho avec les grands décideurs, parce que l'essence même du foresight, c'est de chercher des sources qui ne sont pas crédibles, puis qui ne sont pas citées, puis qui n'existent pas souvent, alors qu'au final, c'est ça qui indique ta prochaine normalité. Je vous donne un exemple. Ici, c'est encore pour mon projet sur justement les taxis aériens. J'ai regardé les autres mobilités existantes puis le besoin de sécurité. Ici, je vous parle du Vengeance Resvani. C'est un SUV qui lance du poivre de Cayenne avec les miroirs. Il lance de la fumée à l'arrière. Il y a un intervox. Il est capable de détecter les attaques nucléaires. Aussi, il est blindé. Et son marketing est dirigé vers les mères de famille. Et là, j'ai suscité une réaction, et c'est le genre de réaction que je recherche quand je vois un signal faible. Il faut que j'aie une réaction d'un peu de dégoût. Il faut que ça me perturbe quand je vois un signal. Ici, je cherchais aussi comment les gens réagissent à la mobilité. Ici, au mois de février, c'est une manifestation qui a été faite à Oxford sur des gens qui veulent avoir des villes pro-trafic. Moi, c'est hors de ma raison. Je ne comprends pas pourquoi, mais bref, ça existe. Et c'était un mix ici que je vois le changement de l'extrême droite qui vient s'associer à la mobilité émergente. Donc, pour moi, ça, c'est un signal qui vient m'indiquer que ma mobilité avec mes taxis aériens, je vais avoir de la difficulté. Je vous montre ici un exemple de Telosa. Telosa, c'est une ville utopique qui est imaginée par la firme d'architecture Big. Ce qui m'intéressait dans cette ville-là, qui va être potentiellement construite dans un désert américain avec une joie de vivre et où tout le monde va être dans un monde kumbaya. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de voir le pod dans les airs qui peut être levé et qui peut être aussi utilisé au sol. C'est des genres de signaux qui ressemblent à ça. Quand je les ai, mes signaux, je les amalgame et toute ma recherche avec mes 300 jusqu'à 600 éléments et je fais mes tendances, premièrement. Donc, j'amalgame des signaux, j'amalgame dans des tendances et après ça, j'amalgame mes tendances et je les amalgame dans des drivers. J'en ai potentiellement, dépendamment des sujets, comme par exemple pour les taxis aériens, j'en ai une vingtaine. Et ils s'entrechoquent. Il y en a qui renvoient dans le passé et il y en a qui poussent vers le futur. Donc, au final, mon domaine de mon sujet, il est tiraillé par ces différentes forces-là qui le poussent dans des directions différentes. Par la suite, je crée ces scénarios-là. Donc, je suis ici dans le framework Foresight et je crée des provocations. Justement, ces scénarios-là, ils doivent être aussi très dérangeants pour les gens qui vont les lire. S'ils ne sont pas dérangeants, je n'ai pas atteint ma cible. Ceci étant dit, ils doivent être quand même plausibles et ils doivent être cohérents d'un point de vue logique. Donc, j'ai encore pi égale 3,1416, ma gravité fonctionne. Donc, voilà. Par la suite, je prends ces scénarios-là, je crée une vision avec mes stakeholders stratégiques, je regarde mes implications et ma stratégie, et après, je regarde les bons que je dois faire pour me rendre vers ma vision ou pas. Comme vous voyez, penser au futur, c'est changer aujourd'hui. Maintenant, comme je vous ai dit, la planète est en feu. Je vous annonce une petite primeur. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un des sujets, je me suis dit, hey, ça serait le fun de faire un sujet sur les océans. On n'arrête pas de parler qu'on va envoyer des colonies sur Mars, mais il n'y a absolument rien qui regarde, je veux dire, le fond de mes océans. Au Canada, il y a plein d'eau. Il va y avoir des dangers qui vont se passer là. Écoute, on a quelque chose à jouer. Building a future you can trust. Et voilà, j'ai parti le projet Pictures of the Future et j'ai l'idée, l'équipe de 25 personnes qui ont collaboré de manière complètement distribuée dans le monde. Donc, c'est la façon qu'on a travaillé.
Et les 25 personnes étaient toutes régions confondues dans le monde et toutes grands verticaux confondus. Donc, ils ont pu travailler directement dessus. Sur la recherche de signaux, comme je vous disais, on avait plus de 300 éléments de contenu différents. On a regardé dans toutes les directions. Au final, on a regardé 32 drivers de changement. Ces 32 drivers-là de changement, on les a utilisés comme des cartes à jouer et on les a utilisés dans un jeu. Daniel Ouellet, hier, il a parlé de Reveal Unexpected Possibilities. Moi, cet exercice-là, je trouve qu'il fonctionne bien dans un brainstorm. Donc, on l'a utilisé dans le brainstorm pour que nos 60 personnes qui ont joué au jeu en même temps, puis là, vous allez voir jouer de manière très sérieuse, puissent créer eux-mêmes leurs différentes opportunités. Après, on leur a demandé de prendre les meilleurs et d'arriver avec une histoire qui était Thalès projetée dans le futur, qu'est-ce que ça serait? Et là, on les a demandé de générer eux-mêmes, de commencer à créer leur propre futur. Donc, vous les voyez ici, je trouve qu'ils travaillent de manière très sérieuse, mais écoute, ils ont travaillé, il y en avait 60 qui ont joué au jeu. Par la suite, on a créé les 3 scénarios. Il y a une vingtaine de façons de créer des scénarios. Il y en a 20 et plus. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs techniques, il n'y en a pas une seule. Ici, on a utilisé les techniques de Jim Dator, une croissance durable, effondrement et transformation. Je vous ai dit qu'on veut avoir un scénario baseline au départ. Donc, comme par hasard, l'archétype de Dator était un scénario baseline de croissance durable. Donc, voilà. Et pour qu'on les fasse bouger un peu, parce que les gens ne pensent jamais que la business va s'effondrer, bien, on a mis un scénario d'effondrement et ensuite un scénario de transformation. Voici, je vais vous mettre un court extrait de Marie, qui est une pionnière en biodiversité marine depuis 25 ans, après avoir gradué du Ocean Institute. C'est un micro-élément du scénario d'effondrement. Mary has been at the forefront of several water monitoring and space programs and has seen firsthand a slow but steady decrease in ocean quality and biodiversity year by year. First, it was the bluefin tuna that disappeared. Then the red snapper. It accelerated with sharks. We even saw ocean graveyard. One of the most damaged is off the coast of India. Her heart fills with sadness when she thinks of this area where she started her study 25 years ago, when you could still swim with the bumphead parrotfish in the coral reef. Now complete. Ça jag. OK, fait qu'on a un effondrement là aussi. Bref, Marie s'effondre quand elle regarde la biodiversité complètement disparaître et aussi la business de Thalès joue un rôle dans l'effondrement aussi. Fait que boum! Et là, on est dans un cycle où on crée cette nouvelle business-là. Cette business-là, je ne peux pas vous la dire, mais on est dans un cycle où on est en train d'expérimenter comment cette business-là va vraiment s'articuler et stratégiquement, qui va la prendre. Comme je vous ai dit, moi, je suis dans je crée de la business. Moi, c'est ça mon but, c'est qu'il faut que je crée de la disruption, mais il faut que je trouve qui va aller la chercher. Et c'est ça qu'on est en train de faire actuellement, puis qui va la réceptionner. Donc, ça me semble vraiment positif à date. Je suis vraiment contente de l'impact que ça a. Par contre, je me rends compte que maintenant, j'arrive dans le cœur du sujet. C'est le sujet d'entre deux mondes. Les gens sont motivés. Je vois qu'ils s'en vont vers ma nouvelle business, mais c'est comme si ils restent en arrière. Fait qu'ils sont pris dans un futur qui est passé date. Et le futur qui est passé date, c'est vraiment dangereux parce que ça m'empêche d'avancer. Et ça fait que j'ai certains exécutifs qui avancent, j'en ai d'autres qui sont dans un passé qui essaie de reproduire, mais qui est inefficient. Puis ça, vous le connaissez tous, ce moment-là, c'est quand vous savez que vous devez faire quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quoi. Et là, je suis dans le cœur de l'élément Foresight, c'est inspirer le changement profond. On est exactement là-dedans. Le but pour moi, c'est de changer l'histoire.
Il y a différents niveaux aussi de systémiques qui font qu'ils sont dans cette situation-là. Ils ont des causes qu'on essaie d'enlever. On essaie aussi de favoriser leur changement de leurs actions. Mais actuellement, on travaille au niveau de l'histoire qu'eux-mêmes ont dans leur tête. Vous êtes complètement comme désalignés d'où ça va, mais ça passe par le cœur, cette chose-là. Puis il y a une seule façon de toucher à ça, c'est avec les valeurs, puis avec l'histoire que les gens ont dans leur tête, puis que ça passe exactement ici. Ici, on est des exécutifs, puis on prend des décisions sur le futur d'une business. Quand c'est des business qui sont actuels ou encore qui sont très adjacentes à la business qu'on a actuellement, c'est facile d'arriver avec des chiffres, puis d'arriver puis de dire, ben, OK, j'ai une projection X de cette business-là, puis c'est OK, ça va être ça. Je suis capable de faire cette démonstration-là. Quand je crée une business qui va être dans le futur puis qui va être dans 15 ans, je ne peux pas avoir les chiffres. Elles n'existent pas. Donc, la seule façon que j'ai pour moi de prendre cette décision-là, c'est de m'assurer que mes exécutifs la prennent avec les valeurs profondes dans l'entreprise et se ramener tout le temps au purpose, a future we can all trust. C'est important pour moi ici. Maintenant, avec le pouvoir de l'histoire, on a aussi le pouvoir aussi du rôle que les gens veulent jouer. Et c'est le rôle aussi qu'on essaie de changer aussi avec nos gens, justement pour qu'ils jouent un rôle positif avec l'environnement. Puis c'est aussi le rôle que vous pouvez jouer vous-même dans votre entreprise ou au niveau que vous êtes. Vous pouvez décider que vous allez être un chevalier puis que vous allez adopter l'archétype de changement, ou vous pouvez décider d'être une princesse qui est complètement innocente puis qui va juste attendre que le changement s'opère. Ici, je souhaiterais que vous jouiez un rôle actif, vous aussi, puis que quand vous pensez le faire, bien, vous pouvez penser que le foresight peut vous amener aussi à amener ce changement-là, puis utiliser le pouvoir des scénarios et de l'histoire, d'ailleurs, qui sont juste des ballons de plage qu'on utilise pour que les gens réfléchissent, mais qui soient capables, eux aussi, de créer leur propre vision de comment les choses vont être. Donc, les points que je voulais démontrer aujourd'hui, c'était que le foresight, c'est vraiment une force d'innovation qui est importante pour développer ces nouveaux possibles-là, changer les mentalités puis expansionner les horizons. Puis c'est aussi votre rôle de le faire, de jouer un rôle actif et non passif. Spécifiquement les femmes qui sont dans la salle aujourd'hui, qui ne prennent pas part à la conversation. J'espère que vous allez prendre place à la conversation stratégique qui est en train de s'opérer, puis que aussi vous allez jouer un rôle pour l'environnement. Voilà. Merci. Question?